Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Ingénieur Ejide Mwemero est à la cabine technique. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce dimanche 7 février 2021. Passons immédiatement au titre du magazine. Le personnel enseignant s'insurge contre les discours d'ON tenus par certaines autorités, des discours qui pourraient entraver l'intégration de l'unité nationale dans le milieu éducatif. Démolition des kiosques à usage commercial en zone Rukaramu en commune Mutimbuzi, une opération qui a révolté la population de cette zone. Dans la rubrique Ubahuka, nous analysons le projet du gouvernement de la mise en place de stocks alimentaires stratégiques. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. Le président de la République du Burundi semble avoir perdu confiance en son équipe qui devrait l'aider à diriger le pays. Évariste Ndayishimiye l'a dévoilé le 5 février dernier à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de la Charte de l'Unité nationale. Certains même, affirment-ils, auraient prédit sa mort précoce s'il continuait à imposer son mode de travail. Écoutez Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Souvenez-vous de l'époque où Moïse devait rendre justice à tous ces sujets. Les citoyens faisaient la queue jusqu'à ce que la nuit tombe avant que tout le monde ne soit reçu. Son beau-père Jéthro l'a regardé avec pitié et lui a dit « Tu vas mourir mon fils ». Moi aussi, il y en a ceux qui m'ont déjà dit que je ne tiendrai pas longtemps puisque je cherche à tout prix à relever les fautes de toutes les autorités jusqu'aux responsables à la base. Mais que puis-je faire du moment que je n'ai pas encore trouvé qui pourrait m'aider? Mais gardons espoir, nous en trouverons quelques-uns petit à petit. Des hommes de confiance, comme ceux que Jéthro avait recommandés à Moïse. N'ayez pas peur pour ça, nous en trouverons. Il est de notre devoir de nous rassurer que la population n'ait aucun problème. Pour mieux procéder, je dois me rapprocher d'elle pour qu'elle me raconte de vive voix, étant donné que je ne peux rien obtenir des responsables. Le roi est fortifié par ses conseillers. Tu ne peux pas prétendre être le président de la République sans que tu n'aies pas des subalternes en bon conseiller. Évariste Ndayishimiye regrette également que son équipe regorge de gens qui ne se soucient point de la misère de la population. Un meurtre d'un citoyen ne les empêche pas d'agrémenter leur journée, indique le président Évariste Ndayishimiye. Ce sont ces mêmes conseillers qui sont ici. Ne cherchez donc pas ailleurs. Vous êtes chargés de vous assurer que la population n'a pas de problème. Et vous devriez vous en réjouir si tout va bien. Est-ce que vous vous rendez compte combien c'est choquant de constater des responsables en train de se régaler alors qu'à côté, des gens se font tuer? Vous-même qui constituez la force du roi, devriez aider la population dans de telles situations afin qu'elle puisse se relever. Vous devez vous-même prendre soin du patrimoine du pays qui appartient justement à la population. Cette dernière se réjouira alors de voir que les biens du pays sont bien entretenus. C'était le président Évariste Ndayishimiye. Il a été repris en français par notre confrère Trésor Nyongabo. Les discours de haine entretenus par certains politiciens ainsi que la violence politique bloqueraient toute initiative d'intégrer l'unité nationale dans le milieu scolaire. C'est du moins ce qui transparaît dans la publication du journal Voix de l'enseignant de ce dimanche, à travers laquelle les instituteurs estiment que les parents et les politiciens devraient servir d'exemple à la génération future. Trésor Nyongabo. Le 5 février de chaque année, les Burundais commémorent la fête de l'unité nationale. Pourtant, les jeunes écoliers et élèves qui sont aujourd'hui sur le banc de l'école ne savent rien de la charte de l'unité nationale car ils n'étaient pas encore nés lorsque ce texte a été adopté par référendum le 5 février 1991. Selon le journal Voix de l'enseignant de ce 7 février, l'intégration de l'unité nationale dans les programmes scolaires s'avère nécessaire pour aider ces jeunes à connaître les tenants et les aboutissants de cet illustre événement. Plus d'un déplore cependant que le contenu de la charte de l'unité nationale n'ait pas été intégré dans l'enseignement, notamment dans le cours de formation patriotique et humaine. Selon ces personnes, c'est probablement ce déficit d'information sur le bien fondé de l'unité nationale que les jeunes Burundis de demain sont facilement entraînés dans des comportements divisionnistes.
Le journal Voix de l'enseignant précise que les instituteurs sont favorables à ce souhait, mais que la tâche ne leur serait pas facile pour plusieurs raisons. D'une part, les élèves suivent et intériorisent les discours de haine propagés par les aînés. D'autre part, ce sont ces jeunes qui sont utilisés dans les violences contre les personnes avec qui ils ne partagent pas les opinions politiques. Ces obstacles à l'idée de la transmission des valeurs de l'unité nationale s'expliquent par le fait que les jeunes ont été victimes et acteurs des violences qui ont caractérisé le pays ces dernières années. En effet, les jeunes ont été sollicités par leur formation politique pour malmener les personnes avec qui ils ne partagent pas les convictions politiques. D'autres encore ont été victimes de l'intolérance politique. Ils ont perdu soit un parent, un frère, ou ils ont été emprisonnés. Pour toutes ces catégories, il est très difficile de les convaincre que l'unité nationale est une nécessité car ils ne pensent qu'à se venger. D'où les enseignants demandent aux parents et aux politiciens de prêcher par le bon exemple en inculquant les valeurs positives de l'unité nationale. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Page de gouvernance, grogne des enseignants de la province Rumongue par rapport aux contributions leur exigées pour la construction des bureaux du bureau provincial. Ces enseignants déplorent surtout les menaces qui leur sont infligées, d'autant plus qu'il ne s'agit pas de première contribution collectée pour cette fin. Le point avec Éloge Divin Remèche. Les enseignants de la province Rumongue révèlent que ces contributions leur ont été exigées au cours de cette semaine. Les directeurs des établissements leur ont dit que c'est un ordre qui émane de la direction provinciale de l'enseignement, comme le témoigne cet enseignant. Tout enseignant de la province Rumongue doit contribuer à hauteur de 10 000 francs burundais pour la construction de l'immeuble de la province Rumongue. On nous avait dit que jeudi dernier était la date limite de paiement de cette contribution. Tout enseignant qui ne s'acquittera pas de cette contribution se verra sanctionné d'une certaine manière, indiquent toujours les enseignants de la province de Rumongue. Pour un enseignant qui ne donnera pas cette contribution, il a été donné un ordre de le malmener. Cet enseignant ne pourra plus demander aucun service, que ce soit à la direction communale de l'enseignement ou encore à la direction provinciale de l'enseignement. Les enseignants de la province Rumongue s'indignent donc de ces contributions forcées car, disent-ils, ce n'est pas la première fois qu'ils contribuent pour la même cause. Ici, ils font savoir qu'il y a quelques mois, toute personne de plus de 18 ans devrait donner une somme de 2 000 francs burundais de contribution, en plus d'une autre somme de 20 000 francs burundais exigée à tout fonctionnaire de l'État dans cette province. Ceci pour dire que les enseignants vont donner la première tranche de cette contribution. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre le directeur provincial de l'enseignement en province Rumongue, mais sans succès. Merci, Éloge Divin Remèche. Démolition de plusieurs kiosques qui servaient de petits commerces mercredi de cette semaine qui touche à sa fin. L'opération s'est déroulée en zone Rukaramu, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Même si le chef de la zone Rukaramu avance que cette mesure a été prise pour des raisons de propreté, les propriétaires de ces kiosques crient plutôt à une injustice administrative puisqu'ils n'ont pas été avertis, indique-t-il. Reportage signé Emmanuel Nyungeku. Ces nombreux kiosques qui ont été démolis mercredi de cette semaine étaient érigés à Kajaga sur la route numéro 4 de Gatumba, communément appelée chaussée d'Uvira. Les propriétaires de ces kiosques, sans pour autant être avertis, indiquent qu'ils ont vu venir les responsables administratifs et se sont mis à détruire ces kiosques sous la supervision du chef de la zone Rukaramu. De plus, selon ces citoyens, certains kiosques ont été construits en présence de ce chef de zone, mais il n'a pas réagi. Le chef de la zone Rukaramu est venu le matin accompagné par certains administratifs locaux pour détruire les kiosques qui nous aidaient à gagner la vie. Ce qui nous a beaucoup attristés, c'est que nous n'avons pas été avertis de cette démolition afin d'évacuer nos marchandises. Ensuite, nombreux parmi ces kiosques ont été montés sous son mandat, mais ils n'avaient pas signalé une quelconque violation de normes. Nous les avons érigés pour ensuite débuter notre commerce et encore, la taxe était versée annuellement. Quant à Leonidas
Nibigira, le chef de la zone Rukaramu, il justifie que cette mesure a été prise dans le cadre de sauvegarder la propriété de cette zone. Cet administratif a également mis en garde quiconque osera reconstruire qu'il sera sanctionné. Ce que nous faisons pour le moment rentre dans le cadre de la mise en application de la décision du ministère de tutelle. Ces gens ont érigé anarchiquement des kiosques, des containers et autres. Donc, cette activité vise à garder toujours notre zone propre. Celui qui reprendra la construction sera obligé de payer une amende avant de procéder à la démolition de son kiosque. Certains habitants exerçaient leur petit commerce dans ces kiosques depuis au moins 3 ans. Merci Emmanuel Niungeko. Les agents du département de l'environnement ont amorcé depuis cette semaine une campagne de destruction de champs de riz dans la réserve naturelle de la Rukoko. Les propriétaires de ces champs se plaignent de ne pas avoir été avertis. Rachel Kagissi. La destruction des champs de riz plantés dans le Coco du côté de la commune Gihanga en province Bubanza a débuté au milieu de cette semaine et a duré 3 jours selon la population locale. À part les agents du département de forêt, la population cite un officier de police. Dans la forêt naturelle de la Rukoko, là où nous pratiquons la riziculture, certains agents du ministère de l'Environnement se sont adonnés à nos cultures. Ils sont même revenus vendredi. À la tête du groupe, il y avait Remeji Nzeimana. Bien qu'ils reconnaissent qu'ils pratiquent cette culture dans la réserve naturelle, ils regrettent de n'avoir pas été préalablement informés de cette opération. On cultivait au vu et au su de tout le monde. Aujourd'hui alors, les citoyens se demandent d'où émanerait l'ordre de détruire leurs champs. Tout le monde ici est choqué par cet acte. Toutefois, selon cette même population, il fut un temps où les activités agricoles avaient été suspendues dans le Coco. Depuis 2015, l'on avait retiré à la population les permissions de cultiver dans cette forêt. La population a porté plainte et on avait promis de mettre en place une commission qui départagerait les deux parties. La commission n'a pas toutefois été créée. Finalement, on a repris nos activités dans cette réserve. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les services concernés au ministère de l'Environnement pour des éclaircissements sur cette opération de destruction des champs de culture dans le Coco. Toutefois, des environnementalistes citent l'agriculture, entre autres activités, qui menacent la réserve naturelle de la Rukoko. Merci Rachel Kagissier. Fabrication, commercialisation et consommation de boissons prohibées en province Gitega au vu et au su des autorités administratives et policières. Un phénomène qui dégénère alors qu'une campagne d'éradication de ces boissons prohibées avait été menée dans cette province il y a de cela 4 ans. C'est un reportage signé Onésime Dushimagidze. Une campagne de lutte contre la fabrication et la consommation de boissons prohibées a été menée en province de Gitega il y a 4 ans. Bien que la majorité des fabricants de ces produits aient abandonné cette pratique, il y a d'autres personnes qui continuent à fabriquer et à vendre ces boissons prohibées, communément appelées Kanyanga et Umunanasi, au vu et aussi des autorités sécuritaires et administratives. L'exemple est celui d'un ancien combattant du CNDD-FDD surnommé Layan. Ce dernier vend cette boisson prohibée dite Umunanasi dans son bistrot situé à la 3e avenue du quartier Magarama dans la ville de Gitega. Les clients fréquentent son bistrot du matin au soir sans aucune inquiétude car, selon la population du quartier Magarama, ce combattant du CNDD-FDD serait protégé par ceux-là même qui devraient le décourager. La situation est presque la même sur les collines voisines de la ville de Gitega, car la fabrication et la consommation de cette boisson prohibée dite Umunanasi se fait au grand jour sans aucune réaction des autorités administratives et policières. Ceux qui ont été contraints d'abandonner cette pratique demandent aux autorités de Gitega d'appliquer la loi à tout le monde sans aucune distinction. Dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche, nous revenons sur le nouveau projet de l'État visant à fixer les prix de certaines denrées alimentaires issues de l'agriculture vivrière et la mise en place de stocks stratégiques.
Nos invités donneront leurs avis sur la conception de ce projet et sur ce à quoi on peut se focaliser pour le bon déroulement de ce projet. La rubrique Ewaka vous est présentée par Clovis Nyonzim. L'agriculture est l'épine dorsale de l'économie burundaise. 90% de la population burundaise en dépendent pour leur subsistance. La production résulte en grande partie de l'agriculture vivrière. Cette population met une partie sur le marché pour pouvoir acheter d'autres types de denrées, histoire d'équilibrer l'alimentation. Le gouvernement, via le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et celle du Commerce et Industrie, a fait savoir que les prix de certaines denrées alimentaires seront fixés par l'État, en grande partie les céréales. Plus encore, des stocks stratégiques qui pourront dépanner la population en période de soudure seront mis en place. Pour ce qui est de l'excédent de la production, la ministre du Commerce, Immaculée Ndabaneze, a indiqué que des contacts avec les acheteurs ont déjà eu lieu. Les stocks stratégiques sont-ils nécessaires pour le moment alors que le seuil d'autosuffisance alimentaire est toujours bas? Si les cultivateurs avaient dans leurs habitudes un moyen de vendre une partie de la production pour couvrir les besoins d'urgence, quand sera-t-il si la paye n'intervenait que tardivement? Faustin Ndikumana, économiste et analyste indépendant, et Frédéric Wamvugiyumvira, ancien vice-président burundais, sont les invités qui vont nous aider à répondre à ces questions. Au micro, vous êtes avec Clovis Nyonzima. Bienvenue. La radio publique africaine, c'est l'œil, c'est l'oreille, c'est la voix du peuple. RP. Les superficies des marais burundais aménagés sont passées de 12 250 hectares en 2015 à 17 474 hectares en 2020, ce qui explique l'augmentation de la production brute de la saison 2020B, qui est estimée à 1 250 817 tonnes d'équivalent céréales. Cette quantité de production couvre 118% de la population rurale et 109% de la population urbaine. Cette année, les prévisions de production du maïs étant de 1 million de tonnes. Au cours d'une conférence de presse, la ministre Immaculée Ndabaneze a annoncé que, dorénavant, le gouvernement va commencer à fixer lui-même les prix de certains produits agricoles, en l'occurrence les maïs, dont le prix est déjà connu, à savoir 680 francs burundais le kilo, comme il a été annoncé par son homologue Deogi de Rurema. Pour ces deux ministres, au moment où le cultivateur se contentait de ne toucher que 350 francs burundais par kilo de maïs, sa situation va évoluer. De plus, selon toujours la ministre Immaculée, les personnes vont s'organiser en association et achèteront cette production qui va être mise dans des stocks stratégiques et pourra en fait aider la population dans la période de soudure. L'excédent de production sera objet d'importation et les contacts avec les acheteurs ont déjà eu lieu. Mais ce qui est inquiétant pour certaines personnes, c'est que, comme prévu dans un décret d'application de cette stratégie de l'État, ceux qui auront vendu leur production ne seront pas payés sur place pour pouvoir se procurer d'autres biens qui leur sont utiles. Frédéric Wamvugiyumvira, ancien vice-président burundais, commence par nous dire ce qui serait la motivation du gouvernement à vouloir mettre en place ce projet. Et il précise en effet que l'idée centrale du gouvernement serait de vouloir maîtriser le circuit de tout l'argent du contribuable jusqu'aux petits paysans. En termes de motivation, je crois que l'idée centrale pour le gouvernement, c'est de maîtriser le circuit d'argent. Voyez les marchés. Qu'est-ce qui est au marché aujourd'hui? Ce sont des produits alimentaires où la population, après s'être nourrie, a besoin de fournir, d'aller au marché pour vendre tel produit, pour qu'elle puisse se procurer des produits de première nécessité, tels que le savon, les habits, d'autres nourritures, et ainsi de suite. Et l'État a visiblement besoin de contrôler cette machine de production. Comme agent, recours à ces coopératives. Or, l'idée de coopérative, depuis la venue du CNDD-FDD, ce sont des coopératives qui visiblement ont été utilisées par le CNDD-FDD comme outil de propagande ou moyen justement d'aider ces gens à se procurer de l'argent aux dépens de la population. Souvenez-vous de l'IDEC,
comment c'est venu, comment c'est parti. Maintenant, il est aussi créé d'autres coopératives Visangwe, où visiblement ce sont des agents du CNDD-FDD, ça veut dire les Imbonerakure qui sont les maîtres de la chose sur le terrain. Ça veut dire qu'ils veulent donner le pouvoir commercial et le pouvoir économique à ces gens-là pour qu'ils puissent dominer davantage la population. Visiblement, c'est ça l'intérêt du pouvoir. Et il a des structures au niveau de la base, les coopératives privées, et il a des structures au niveau intermédiaire, c'est la NAGESA, mais il y a aussi au niveau des ministères, la chambre de commerce qui doivent s'occuper de la décision des prix. Et tout cela, la question qui se pose, où se trouve l'intérêt justement de la population. Je crois que la population n'est pas associée parce que, à mon avis, un tel décret devrait partir d'une étude assez approfondie. On montre le niveau de production de tels produits. Et parce qu'ils ne doivent pas décider sur n'importe quel produit. Ils doivent décider sur une culture ou une production qui est généralisée dans le pays. Faustin Ndikumana, économiste et analyste indépendant, indique qu'il a toujours été difficile de fixer le même prix d'un produit à un marché où il y a intervention de plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs, et d'ajouter qu'une évaluation minutieuse est nécessaire pour arriver à une conclusion que la production est excédentaire. Le gouvernement a dit d'une probable future fixation des prix et de certaines denrées alimentaires, en l'occurrence les céréales, à travers une nouvelle agence qui sera créée par le gouvernement pour gérer toute la filière de vente de la production à la vente de certaines denrées alimentaires, en l'occurrence les céréales. Mon analyse que je peux faire, il faudra vraiment beaucoup plus d'informations par rapport à cela parce que d'après l'analyse scientifique qui est connue, il a toujours été difficile de fixer un prix à un marché où il y a intervention de plusieurs producteurs et vendeurs et il y a intervention de plusieurs acheteurs. Quand l'offre est partagée par plusieurs producteurs, une atomisation de l'offre où plusieurs producteurs offrent petites quantités sur le marché où il y a intervention de plusieurs vendeurs, il a toujours été difficile de fixer le prix. Surtout que au niveau économique, on parle que la fixation des prix devient facile quand en situation de monopole ou d'oligopole. Mais peut-être à partir des informations supplémentaires qu'on pourra avoir, on pourra peut-être avoir beaucoup plus d'éclaircissement sur la faisabilité et de cette nouvelle mesure. Quand il s'agit de la quantité produite TCLE en grande quantité, c'est possible, mais j'ai toujours dit qu'il faut que, actuellement au Burundi, on commence à se fier toujours aux statistiques. Il faut parvenir à évaluer les besoins alimentaires de la population dans telle ou telle autre denrée alimentaire. Quels sont les besoins des Burundais dans telle ou telle denrée alimentaire, que ce soit la consommation des écoliers, des élèves écoles secondaires, sur les marchés classiques. Donc il faut parvenir à évaluer les besoins en quantité et puis on évalue aussi la quantité produite. Après avoir fait comparaison, alors on parvient à constater qu'il y a un déficit de la production ou un excédent qu'il faut éventuellement exporter. Il faut se livrer à ce jeu d'exercice pour faire cette conclusion. Frédéric Bamvugiyumvira, lui, indique ici qu'il n'y a pas eu des études suffisantes avant de penser à ce projet. Il ajoute que malheureusement, le Burundi ne peut en aucun cas avoir une production commercialisable de céréales, car la culture des céréales ne se fait que dans peu de provinces du pays. Parler des maïs, j'ai entendu l'intervention du ministre du Commerce, je ne sais pas où elle est née, mais parler du maïs, des stocks de maïs au Burundi, c'est ignorer justement comment se produit le maïs dans le pays. À part le Mugamba, elle parle du céréales. Le céréales produit, c'est le riz, ça c'est Limbo. Le blé, c'est le Mugamba, ou le froment, puis le maïs, c'est toujours le Mugamba. En tout cas, vous n'allez pas trouver du maïs commercialisable dans Bujumbura rural, dans Chibitoke, dans Bubanza, dans Kayanza, dans Gitega, dans Karuzi, dans Ngozi, dans Muyinga, dans Kirundo. Pas du tout. Ils produisent des maïs, mais en très faible quantité, où ces maïs sont juste utilisés comme amuse-gueule au moment de la production et rien que cela. Vous n'allez pas trouver des stocks remplis de maïs et ils ne gardent que des maïs pour la culture qui suit. Donc, c'est pour vous dire que c'est une approche qui n'est pas correcte et il devrait partir d'une analyse toute faite et constater justement la situation réelle sur le terrain. Donc, ce qui fait que ce décret a très peu de chances d'être réalisé, d'être appliqué sur le terrain.
C'est là où je dis que la probabilité de la mise en application de ce décret, pour moi, est très faible, peut-être un peu plus proche de zéro. Pour Faustin Ndikoumana, il faudra veiller à la sécurité de ces stocks pour empêcher que les personnes mal intentionnées n'en fassent pas mauvais usage. Il faudra aussi des statistiques et une pure transparence pour que le projet aboutisse. Et un autre élément très important, c'est aussi le renforcement de la capacité de conservation dans les stocks de conservation. Et aussi s'assurer de la sécurité de ces stocks, de ces greniers dont on parle. Il faut voir aussi la sécurité de tous ces denrées qui seront stockées pour être vendues. Un autre élément très important, c'est que quand le gouvernement s'engage à acheter des fois la production de certains producteurs qui se seraient inscrits au sein de cette nouvelle agence, j'imagine qu'il faudra alors que l'opération d'achat soit faite rapidement au niveau du paiement surtout pour qu'on ne retombe pas dans le piège où les gens livrent de la marchandise et que les paiements tardent à venir. Vous savez que dans les situations, des fois le café, que les gens ont eu toujours des retards de paiement au niveau de la vente et de la production du café. Je crois que le gouvernement devra faire un effort pour que les services soient rapides et pour que justement tous ces retards ne constituent pas peut-être une entrave à ce que les gens participent dans cette nouvelle politique aussi. Comme la gestion de ces stocks, de ces greniers devra alors avoir une autre administration et il faudra des gens compétents, intègres pour limiter le détournement ou la monopolisation de l'opération par un groupe quelconque. Il faut que ça soit toujours dans la pure transparence. De telles opérations doivent se faire dans la transparence pour que quand même les gens puissent y trouver leurs comptes. Sinon, le projet nécessitera vraiment un effort au niveau du suivi, aussi de la clarification pour savoir si quand même les producteurs à travers l'agriculture familiale continueront à avoir la liberté de vendre une petite production parce que la rencontre entre le vendeur et l'acheteur d'un produit alimentaire, j'imagine qu'elle aura toujours cette opportunité pour permettre à ce que la liberté soit sauvegardée dans certaines circonstances et pour certaines productions au niveau de la vente. Mais j'imagine que au fil des temps qu'on va mettre en application cette politique, on pourra voir bien le résultat qu'on pourra avoir. C'est sur ces conseils de Faustin Ndikoumana qui s'achève la rubrique Owaouka de ce dimanche 7 février 2021 qui était centrée sur le bien fondé du nouveau projet du gouvernement visant la fixation des prix sur certaines denrées alimentaires, notamment les céréales. Vous avez entendu que c'est toujours difficile de fixer le prix parfaitement d'un produit sur un marché où il y a intervention de plusieurs vendeurs et acheteurs et qu'il faudra doubler de vigilance pour empêcher que la production ne soit volée. Merci à nos invités. Merci à vous aussi qui nous avez prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Clovis Nyonzima. À la prochaine. Ubahuka. Merci à Clovis Nyonzima. C'est par cette rubrique Ubahuka qu'on met fin à ce magazine Humura Burundi de ce dimanche 7 février 2021. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à l'ingénieur Égide Mremero pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nina Azoué. Excellente soirée dominicale chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.